Bonsoir à toutes et à tous les courageux qui sont restés. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai demandé au médecin tout à l'heure qui faisait l'hypnose de vous faire rester jusqu'à 17h. Donc c'est pour ça que vous êtes encore là, c'est que l'hypnose a fonctionné sur vous. Donc je vais vous présenter avec Pauline un programme. Je vais me présenter juste après sur une des diapositives suivantes. Je vais vous montrer un moment important dans ma vie. On a parlé beaucoup de rugby cet après-midi. Qui continue de résister, Toulon qui subit, mais Toulon qui arrive encore une fois peut-être à gratter un ballon. En deux mots, c'est ma vie a basculé à ce moment-là en fait. Alors je suis pas rugbyman. Avec le coup de pied, pourquoi pas dans le dernier chance avec de la vie, non, récupéré par Abana. Donc ça s'arrête là. Alors en gros, je suis supporter de l'équipe en blanc qui en est à sa 12e ou 13e finale et qui a de nouveau perdu à ce moment-là. J'ai basculé en fait de mon regard de supporter à mon regard d'orthoptiste, parce que je suis orthoptiste de formation. Et ce que j'ai cru cerner dans cet instant-là, c'est que je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça, le joueur? Pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce geste? Et j'ai tout simplement imaginé à un moment donné que ça pouvait être la prise d'information visuelle ou son attention qui a fait qu'il a fait ce geste-là. Alors c'est une hypothèse parmi d'autres, mais en tout cas, ça a été la mienne à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je suis encore orthoptiste. Je travaille dans un cabinet d'orthopsie à Rodez, dans l'Aveyron. Je pense que ça vous parle à tous, l'orthopsie. Donc c'est des problématiques de convergence, d'attention sur le tard, parce que je me suis spécialisé en fait à un moment donné dans l'accueil d'enfants qui sont dyslexiques et qui présentent des troubles de l'attention, ainsi que des enfants malvoyants. Et en fait, c'est par rapport à ce regard de spécialiste de ce type de trouble que je me suis dit, mais il y a quelque chose, certainement, il y a des liens. Oui. Plus loin? Ah, ok. Là? Allez, je ne bouge plus. Je me suis dit, il y a certainement quelque chose, il y a des liens entre mon activité et les dysfonctionnements et éventuellement le haut niveau. Donc j'ai fait une recherche à ce moment-là, comme on fait souvent quand on fait des études, et j'ai fait un constat. Enfin, il existe un constat, en tout cas. Non, ça y est, ça marche plus. Si? Si? C'est bon? Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas le retour. Ok. Donc en fait, il y a un constat actuellement dans le sport de haut niveau, c'est qu'en gros, les performances physiques, elles ont quasiment atteint leur maximum. Alors j'aime bien prendre cet exemple, c'est que Jesse Owens, en 1936, avec le temps qu'il a fait quand il a gagné les Jeux Olympiques, il aurait pu faire demi-finaliste au dernier JO à Tokyo. Et qu'actuellement, la réflexion, en fait, c'est que l'entraînement cognitif semble être la piste la plus plausible dans l'amélioration des performances des sportifs de haut niveau. Alors cognitif, c'est un mot un petit peu fourre-tout, parce que, en tout cas dans le sport, il est utilisé un petit peu pour tout. En gros, dans le mot cognitif, il y a l'aspect mental, par exemple, et tout ce qui est apprentissage, mais il y a aussi la partie visuelle. Et je me suis dit, bah, ça se trouve, il y a des choses intéressantes à travailler là-dedans. Donc j'ai fouillé, et ce qui a été assez vite repéré, c'est que si on va chercher chez les experts, on va retrouver des choses. Et le centre de formation de Barcelone, qui s'appelle la Masia, en fait, ont depuis des années des tests visuels qu'ils utilisent. Et en fait, les 3 meilleurs résultats de l'histoire du club de Barcelone dans son centre de formation au niveau de ces tests visuels, ce sont les 3 jeunes à gauche, là, qui sont devenus une quinzaine d'années plus tard les 3 meilleurs joueurs du monde la même année. Donc en fait, si on cherche, en fait, on se rend compte que depuis une trentaine d'années déjà, la spécificité de la vision, du travail de la vision dans le sport, elle existe. Alors souvent, c'est les anglo-saxons qui le font avant nous. Donc en fait, on peut très vite retrouver des études au niveau du Canada, au niveau des États-Unis là-dessus, à tel point qu'on a été évoqué tout à l'heure le football américain, mais en gros, toutes les franchises de sport américains utilisent, ou en tout cas travaillent leur vision. L'hypnose n'a pas marché sur vous. On voit aussi que dans le rugby, on a un petit peu de retard en France parce qu'en 2003, Johnny Wilkinson avec l'équipe d'Angleterre a travaillé spécifiquement la vision. Ils sont champions du monde. La personne qui a travaillé avec eux a été embauchée 4 ans plus tard par les Sud-Africains, parce qu'elle est sud-africaine, et l'Afrique du Sud 4 ans plus tard est championne du monde. Donc ça a commencé à faire réfléchir pas mal de monde. Et en fait, effectivement, maintenant la dimension visuelle est intégrée dans la plupart des clubs anglo-saxons. En France, on est un petit peu plus à la traîne. Le Stade Toulousain avait été précurseur à un moment donné. Ils ont travaillé avec un process canadien. Au revoir. Et donc pareil, si on fouille, on va voir que dans le golf, dans le tennis, dans le football, un des précurseurs actuellement, c'est l'entraîneur de gardien de but du Paris Football Club, fait faire des exercices à ses gardiens de but notamment pour intégrer la dimension vision dans l'entraînement et dans l'amélioration des performances.
Donc nous, l'idée qu'on a eue, c'est tout simplement qu'à un moment donné, on s'est dit, si on essaie de transposer ce que l'on fait en rééducation pour l'optimisation. Donc ça a été un petit peu l'idée, parce qu'en fait, on se rend compte souvent que sur certains process, notamment quand il y a un dysfonctionnement, on arrive à un niveau normal, mais parfois on peut aller plus loin. Et on s'est dit, est-ce que ça peut intéresser du monde d'aller justement, d'utiliser ces process et de voir en gros plus vite, plus de choses. L'objectif c'est d'aller au bout. L'objectif c'est d'aller au bout, mais il y a du chemin quand même. Je vois qu'il recule à chaque fois, il recule. Et le terrain il avance quoi, et on arrive dans la surface. Et il me reste plus grand chose, donc je dis que je vais pousser le ballon pour aller centrer. Parce qu'il y avait Olivier, le temps qu'il arrive. Et je passe devant, et après il me touche un peu. Je dis il n'en fallait pas plus. Je suis tombé et penalty. Alors ça, c'est un meilleur moment du sport français que celui de l'ASM tout à l'heure. On utilise, alors j'étais orthoptie, j'ai encore une fois, je tirais mon travail de l'expert, de travail avec les enfants, je sais qu'il y avait un dysfonctionnement, mais c'est hyper intéressant aussi de se servir des experts, entre guillemets, parce que là, avec ce garçon, en fait, on a un extraterrestre. En fait, ce qu'il décrit, c'est qu'il est capable, pendant qu'il court, il a été flashé à 37 km/h à ce moment-là, pendant la course, là, de savoir que les défenseurs venaient vers lui, il avait une cible, c'était la surface de réparation, il avait repéré qu'il y avait un de ses coéquipiers qui était un petit peu en avance sur lui, et puis à la fin il était à la bourre, donc il a été capable de repérer tout ça en courant à 37 km/h. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on s'est dit, cette capacité de mémoriser plus d'informations visuelles en un temps donné, peut-être que ça a un sens, et que le fait de l'entraîner, de l'optimiser, ça va améliorer les performances. Ce qu'on sait, les bases scientifiques sur lesquelles on a actuellement, c'est que cette notion justement d'augmenter le nombre d'informations visuelles traitées en instant T, ça améliore les performances des enfants dyslexiques. Pendant des années, on a pensé que la problématique chez les enfants dyslexiques était phonologique, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à faire le lien entre un son et une lettre, un dessin et une lettre. Or, il y a une dizaine d'années, une étude, j'y ai arrivé, des Français, enfin à Grenoble, ont démontré qu'il y avait une autre piste à la problématique phonologique des enfants dyslexiques, c'est cette capacité à mémoriser plus d'informations plus vite. L'idée, c'est de voir si, pareil, comme je disais au niveau de la performance du sportif, si c'est quelque chose qui peut aider le sportif en augmentant ce nombre d'informations visuelles. Et une des réflexions que l'on a aussi, c'est aussi certainement le but de notre présence ici, c'est si cette capacité, cette notion de ce qu'on appelle l'empant visuo-attentionnel peut être intéressant dans le cadre de thérapie et de travail sur la mémoire à court terme chez les seniors. Je reçois à 18 mètres, j'ai deux options, je peux contrôler, frapper pied gauche. Et là, sincèrement, je vois un truc, je sens un truc arriver dans mon dos comme ça. Et je suis extérieur au pied droit. Du coup, je vois un mec black. C'est qui notre attaquant noir devant? Le black, c'est qui? Un coup, je vois là. Thuram. Alors il l'a fait un petit peu à la bébelle, Djorkaeff, mais en fait il décrit tout ce qui se passe effectivement quand on utilise sa vision périphérique. C'est-à-dire que si on fait un pause-arrêt sur l'image, en fait, on voit que Yuri Djorkaeff est en train de regarder le ballon et il prend l'information, il le décrit très bien avec une information qui lui arrive sur le côté, mais il ne bouge ni la tête ni les yeux pour aller prendre cette information. Il se sert de quoi? Il se sert du mouvement et de la couleur, qui sont des informations en fait qui peuvent être utilisées en vision périphérique. L'intérêt pour le sportif, ça va être quoi? C'est que le fait de ne pas bouger la tête ni de ne pas bouger les yeux va lui faire gagner du temps. Et le temps, dans le sport, c'est quelque chose qui peut faire changer le score. Donc nous, on a des process. L'idée, c'est ça, c'est qu'on a des exercices donc, dans le programme iMotion. On va faire prendre conscience de cette vision périphérique et de l'améliorer. C'est-à-dire qu'on a des exercices qui vont faire rendre compte qu'on est capable de voir de mieux en mieux avec la vision périphérique, en vision périphérique.
Donc il y a quelques supports scientifiques qui existent. J'ai repéré donc une étude qui a été faite en 2011 qui démontre qu'on est tout à fait capable de discriminer l'émotion de quelqu'un sur un visage à plus de 30 degrés d'excentricité. Donc très clairement, on sous-utilise, on sous-estime la vision périphérique. Alors cette petite vidéo, juste pour vous montrer, j'aurais dû faire une pause, arrête. Sur la première vidéo, en fait, j'ai demandé à... Je ne sais pas si je peux revenir. Oui, hop. Ouais, je vais y arriver. Hop. Non, c'est là. Voilà. Samuel, il est dyspraxique, c'est-à-dire que c'est quasiment impossible pour lui de faire deux choses différentes en même temps. Et pourtant, il est sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est en équipe de France Espoir de handball. Mais je connais très bien Samuel, c'est le fils d'amis. Il a eu des difficultés scolaires et en revanche, il a une capacité hors norme au niveau physique. Donc il a été repéré par le club de handball de Rodez, ensuite par le pôle espoir. Mais quand on discute avec lui, on était dans une salle de sport, là, il m'expliquait que, par exemple, une échelle de rythme, l'exercice qu'il vient de faire, c'était très compliqué pour lui. Donc l'échelle de rythme, alors, il est métis, hein, il sait super bien danser. Mais son problème à lui, en fait, c'est qu'on lui demandait de faire un rythme dans un repère visuel. C'est-à-dire deux choses différentes en même temps pour lui. Donc, ça a donné le mouvement très saccadé de la première vidéo. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a retravaillé un petit peu sur iMotion, on a retravaillé sur la vision périphérique, ce qui fait qu'il n'avait plus à baisser le nez sur l'échelle de rythme. Il prenait l'information sans aller la fixer, détourner son attention de cette vision pour ne se limiter qu'à la problématique du rythme, et ça a donné ça sur la deuxième vidéo. Voilà, donc c'est un exemple concret de l'intérêt de l'utilisation de la vision périphérique, là chez un enfant dyspraxique, mais c'est aussi intéressant chez un enfant dyslexique parce que la vision périphérique, c'est elle qui va vous aider quand vous lisez, en fait, votre vision périphérique, elle a repéré où était le mot suivant, quel était l'espacement entre les mots et quelle était la longueur du mot suivant, ce qui fait que quand vous allez lancer votre œil sur le mot suivant, vous allez faire un mouvement pertinent, ce qu'ont du mal à faire bon nombre d'enfants dyslexiques. On n'entend pas du tout. Petite pause. Je vais vous montrer cet exercice. On va le faire après à la main levée. C'est très court, hein. Mais on peut le faire éventuellement en deux étapes. Sur la première étape, vous allez voir deux équipes de basket, une de blancs et une de noirs. Ce que je vais vous demander, on lèvera la main, c'est combien de passes se font les blancs, pas les noirs. D'accord ? Je vais vraiment demander d'être attentif sur les passes de blanc. S'il faut, je vous demanderai dans un deuxième temps, sur un deuxième passage, une deuxième tâche plus compliquée. Sur la première tâche, c'est simple. Combien se font de blancs, combien se font de passes, pardon, les blancs? How many passes does the team in white make? Combien vous avez dit? Faites voir la réponse. Attention. Suspense. Ah. C'est bien, vous êtes tous attentifs. Sinon, vous avez remarqué autre chose? Est-ce que vous avez vu le gorille la première fois passer? Combien ont vu le gorille, mais qui ne savaient pas qu'il y avait un gorille? Mais combien l'ont vu? Personne? D'accord. Donc, alors, pour la petite histoire, cette vidéo, elle a été faite aux États-Unis. Enfin, c'est peut-être pas celle-là. En fait, l'histoire, c'était un policier qui est en train de donner un PV à une femme qui est mal garée, comme d'habitude. Et ça se passe très mal, comme d'habitude, beaucoup de mauvaise foi chez la dame, et donc ils se prennent vraiment la tête, ça va très loin. Et à quelques mètres de là, il y a un homicide, quelqu'un se fait attaquer, et ça se passe encore plus mal, et du coup, à tel point que la famille de la personne qui s'est fait attaquer a porté plainte contre le policier pour non-assistance à personne en danger.
Donc en fait, ce sont les avocats du policier qui ont fait faire cette vidéo pour démontrer en fait qu'il peut se passer quelque chose d'énorme à côté de vous. Si vous avez toute votre attention sur un élément bien spécifique, vous pouvez passer à côté de quelque chose d'énorme. Voilà. L'attention, notre cerveau, il a ses limites. Et bien évidemment, au niveau de l'attention aussi, en fonction de l'effort qu'on est en train de faire, en fonction du focus. Donc l'attention, malheureusement, c'est quelque chose qui physiologiquement a ses limites. Pour autant, c'est quelque chose qu'on peut entraîner. Donc l'idée, encore une fois, dans les exercices avec notre programme, c'est de travailler certains paramètres de l'attention par l'attention visuelle. Alors, on ne va pas rentrer dans les définitions, mais voilà, il y a l'attention soutenue, l'état d'alerte, la vigilance, l'attention sélective, cette capacité en fait de repérer des détails dans une situation, l'attention partagée, c'est-à-dire quand vous tombez sur une scène avec une ou deux informations, vous êtes capable d'y donner un sens. L'attention visuelle spatiale, c'est-à-dire que là, dans la notion de spatialité, je ne sais pas si ça se dit ça, il y a une notion où vous allez positionner votre attention aux endroits que vous voulez. Donc il y a ça a été évoqué dans la journée, cette capacité en fait, notamment avec l'hypnose, en fait, à prendre conscience de son corps, mais là c'est pareil, en fait, on va prendre conscience avec l'exercice de son attention, qu'on est capable de la maîtriser, qu'on est capable de la maîtriser sur l'ensemble du champ de vision ou sur un détail bien spécifique. Petite vidéo donc, pour montrer l'exercice où on travaille sur l'attention. Alors, ça a été évoqué aujourd'hui, la sclérose en plaques, juste pour c'est la petite dédicace à Cécile Hernandez qui est championne paralympique la semaine dernière, en fait, qui a une sclérose en plaques. C'est le visage de la sclérose en plaques en France. Quand on a commencé à s'entraîner, en fait, ce qui a été hyper intéressant pour Cécile et même pour moi en retour, c'est qu'en fait, elle pensait que sa maladie avait entraîné des conséquences hyper importantes au niveau de sa vision. Et en fait, quand on a fait une évaluation, on a fait des évaluations entre midi et 2 tout à l'heure, et je pourrais vous en proposer de vous en faire aussi tout à l'heure, on a un niveau en fait. Et on s'est rendu compte que Cécile, peut-être par son sport ou par ses capacités aussi de compenser, avait déjà un niveau au-dessus de la norme sur les exercices d'iMotion. Et en fait, ensuite, on l'a entraînée, elle a continué de progresser. Donc ça aussi hyper intéressant par rapport à son profil de sportif de niveau et son profil de personne atteinte de la sclérose en plaques. Donc on a continué de progresser. Et aussi, ce qui était intéressant, c'est cette hypersensibilité que décrivent les gens qui sont atteints de sclérose en plaques. Elle a été capable aussi de me dire ce que ça lui a apporté, les détails que ça lui a apporté dans son activité de sportif de haut niveau. C'est une jeune fille hyper travailleuse et couronnée de succès la semaine dernière par une médaille d'or. Novak Djokovic en préparation mentale. Yeux fermés depuis 5 minutes face à la mer. Et travail de respiration. Caché derrière un petit muret. Étonnant. Oui. Alors autant la vidéo de l'ASM m'avait fait du mal, autant celle-là m'a fait du bien quand je l'ai vu arriver sur les réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, l'expertise, ce type qui a le record de nombre de grands chelems à gagner, utilise une routine. Alors cette vidéo a été faite il y a pile un an, en fait, avant un des matchs au tournoi de Monte-Carlo. Et en fait, ce qu'a repéré c'est pas un paradis, hein, c'est un entraîneur, hein, c'est qu'en fait Novak Djokovic fait une routine, intègre dans sa routine d'échauffement avant d'aller sur le terrain une routine cognitive, c'est-à-dire qu'il a, vous avez plusieurs exercices en fait où il va travailler sur le mouvement de ses yeux. En fait, c'est pas tant le mouvement de ses yeux qui va travailler, c'est surtout l'attention qu'il va amener sur le mouvement de ses yeux, la maîtrise de ces mouvements-là, la maîtrise de éventuellement ce qu'on appelle la défocalisation, c'est-à-dire qu'il arrive à relâcher son attention. Donc cet exercice qu'il a fait là, d'autres sportifs de haut niveau le font, et c'est quelque chose qu'on avait imaginé il y a 5 ans, donc de voir que des experts, par une autre voie, par un autre biais, utilisent les mêmes process que nous, ça nous a un petit peu réconforté dans notre travail.
Donc l'idée, au départ, c'est d'intégrer, parce que tous les sportifs, avant de rentrer sur le terrain, ils vont faire des mouvements, ils vont se réchauffer les hanches, les bras, les jambes, mais on a des muscles autour des yeux. Et ça peut être intéressant aussi de maîtriser cette oculomotricité, c'est les muscles de ses yeux. J'ai entendu souvent, alors c'est pour ça aussi, des fois à la télé, dire l'œil c'est un muscle ou le cerveau c'est un muscle. Non, non, c'est ni l'un ni l'autre. On a des muscles autour des yeux et comme tous les autres muscles, on peut pouvoir les travailler. S'il y a une problématique, on va chez l'orthoptiste pour les rééduquer, mais on peut aussi les maîtriser via des exercices. Donc on a plusieurs mouvements oculaires. On va avoir les mouvements de version, c'est ce que faisait Novak Djokovic tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il suivait une cible et allait comme ça sur le côté. Donc il n'y a pas de problématique par rapport à ce mouvement-là. Et des mouvements de vergence, où là, on va avoir les deux yeux qui vont aller ou en dedans ou en dehors. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui doit par contre être travaillé par l'orthoptiste dans le cadre d'une rééducation. Voilà ce qu'on appelle communément une insuffisance de convergence. En haut, les deux yeux n'arrivent pas à converger sur le stylo. Et sur l'image du bas, la personne est tout à fait capable. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, il existe plusieurs types de convergence. Il y en a qui arrivent très bien à converger avec une cible. Par contre, quand on leur dit « vas-y, louche », ils n'y arrivent pas. Parce que ce n'est pas la même commande au niveau du cerveau. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que en fait, j'ai vu un petit peu des apprentis sorciers travailler la convergence. Non, c'est vraiment quelque chose qui doit être travaillé dans un cabinet d'orthopsie parce qu'il peut y avoir des conséquences à surstimuler sa convergence. Dernière partie du PowerPoint, c'est pour, pareil, toujours dans cette idée de travailler sur l'oculomotricité, juste pour vous informer qu'il existe quelques mouvements des yeux. Donc ce qu'on appelle les saccades, par exemple. Les saccades, c'est la fixation. J'ai interversé les diapositives, je suis tellement habitué de faire dans le sens. La fixation, excusez-moi, qui correspond en fait au moment où le regard est resté stationnaire, où je ne bouge pas mes yeux, et pendant ce positionnement de mes yeux, il peut y avoir un traitement cognitif. On dit que la vision est utile. La poursuite, qui est la capacité en fait de suivre une cible en mouvement sans que l'image de l'objet en fait s'écarte de la fovea. Donc vous verrez si vous voulez travailler sur iMotion la poursuite. Donc pareil, c'est un moment où il peut y avoir un traitement cognitif. Donc c'est important de maîtriser ce mouvement qu'est la poursuite. Et donc les saccades. Les saccades, en fait, elles assurent un changement volontaire ou involontaire, ça peut être le cas, de positionnement. C'est quand je vais d'un point A à un point B. Là, je fais une saccade. C'est très très rapide, mais il y a un phénomène aussi qui se passe, et c'est le plus important, c'est que pendant cette saccade, le cerveau ne peut pas traiter l'information de manière cognitive entre le point A et le point B. Donc je mets ces petites diapositives parce qu'en fait, ça pourrait être intéressant, à un terme, un jour, de réfléchir sur nos mouvements oculaires. C'est-à-dire que on fait beaucoup de mouvements des yeux. Chaque mouvement, ça a une charge cognitive. Ça peut être coûteux au niveau énergétique, au niveau fatigabilité. Et donc l'idée, et c'est d'ailleurs ce qu'on travaille encore une fois chez les enfants dyslexiques, parce que chez eux c'est très compliqué, mais on pourrait le faire éventuellement chez tout à chacun, d'apprendre aussi à maîtriser ses yeux, à faire des mouvements utiles et à positionner notre regard sur là où il faudrait quand il le faut. Si on veut objectiver ce qu'on appelle le comportement visuel et les mouvements visuels, on utilise ce qu'on appelle un eye tracker. Ce sont des lunettes qui filment en même temps ce que vous regardez et votre environnement. Ce qui fait que vous êtes capable en fait d'enregistrer tous les mouvements oculaires. Et donc là, par exemple, sur cette image arrêtée, tous les traits correspondent à des saccades et le point rouge correspond à un temps de fixation. Donc encore une fois, ça peut être intéressant quand on fait une évaluation, c'est que vous avez vu ces mouvements qui ont été faits, là il y a eu 1, 2, 3 saccades pour arriver au point de fixation, donc ces 3 mouvements en fait ont été inutiles. Parce qu'il ne peut pas y avoir de traitement cognitif pendant ce temps-là. Donc l'idée aussi c'est de faire prendre conscience, notamment chez les sportifs de haut niveau, qu'il y a des mouvements qui peuvent être économisés au niveau énergétique et au niveau intérêt cognitif. Pareil, ça c'est une expérience qu'on a fait sur le circuit du Mans avec c'est un jeune pilote sur son comportement visuel sur un simulateur de conduite, pardon. Donc là c'est pareil, vous et moi en fait on ne sait pas où on regarde, même à l'instant T en fait. Là cet outil permet que ce soit aux sportifs ou même à l'entraîneur de repérer le comportement, est-ce que c'est ce qui est attendu, est-ce que je dois poser mes yeux là, est-ce que autant de temps que là, donc c'est quelque chose qui donne des informations qui jusqu'à maintenant n'étaient pas utilisées. Alors j'ai assez parlé, je vais vous présenter donc Pauline, que vous avez vu hypnotiser tout à l'heure.
Au départ, le programme iMotion, on l'a proposé dans des centres de formation de clubs professionnels, à des fédérations. Donc jusqu'à maintenant, en fait, il était limité à l'utilisation dans des clubs. Et Pauline, en fait, a été une des premières à me demander d'utiliser ce process hors club et hors fédération. Donc elle va vous raconter un petit peu son expérience, pourquoi est-ce qu'elle a eu cette idée-là et avec qui elle l'utilise. Donc elle l'utilise avec et des sportifs de haut niveau de l'Aveyron et même d'autres personnes. Donc voilà, Pauline va se présenter. Ça va pas être exactement ça, parce qu'en fait jusqu'à hier matin, je savais pas trop ce que j'allais dire. Donc sur la route de Rodez à Nice, j'ai préféré en fait m'orienter sur plus mon expérience en fait visuelle dans le sport. Donc moi je suis Pauline, j'ai 40 ans, je suis opticienne, chef d'entreprise et en parallèle je fais du sport à haut niveau en cyclisme et je cours maintenant pour une marque de vélo en gravel. Alors, comment en fait je suis arrivée du sport, de mon métier d'opticienne à iMotion. Clairement, c'est 3 événements marquants de ma carrière de sportif et une rencontre qui font que je suis là aujourd'hui. Donc, pour revenir sur ces 3 événements de ma vie sportive, en fait, c'est des événements qui ont un peu suscité ma curiosité en fait sur la tête, le cerveau et le sport et la performance sportive. Le premier, j'avais 12-13 ans à peu près, je faisais de la plongée sous-marine et on était suivi par un médecin du sport et ce jour-là, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, il me dit même quand tu as l'impression d'être à fond dans ce que tu fais, tu n'utilises même pas un tiers de tes capacités physiques et intellectuelles. J'ai dit waouh. Donc le soir, il m'a fallu essayer de comprendre un peu mieux ce qu'il avait voulu me dire ce jour-là. Du coup, j'ai appris à me concentrer et focaliser mon attention sur ma tête en fait. Donc j'ai focalisé à ce moment-là mon attention que sur ma respiration et sur un jeu que je faisais régulièrement toute seule dans mon lit le soir. En fait, sur la musique d'ouverture du Grand Bleu, je jouais à commencer l'apnée et m'arrêter, et je m'arrêtais toujours au même moment en fait de la musique. Et en ayant eu cet état de concentration clair et net et focalisé sur mon attention, et le résultat il a été flagrant, j'ai été beaucoup plus loin dans cette musique. Donc après cette petite découverte d'enfant de 12 ans, je me suis dit il faut absolument que j'expérimente sur un autre sport. Alors j'ai dit à mes parents je veux faire du vélo. Pourquoi le vélo ? Je pense que parce que ça me paraissait un sport qui était compliqué, où je voyais pas beaucoup de femmes. En plus, il y avait l'aspect visuel, pilotage et tout. Je me disais, ça va être complexe. Je vais vraiment pouvoir expérimenter en fait ma petite découverte. Donc, du coup, le deuxième événement marquant, après avoir fait mes armes en vélo, c'est un jour sur une course en fait, j'étais en tête de la course. J'étais au 100e kilomètre sur les 150 de la course et j'allais arrêter. Parce que j'avais des crampes partout, mal au dos, c'était plus possible, je pouvais qu'arrêter, je pleurais, enfin, c'était pas possible. Et à ce moment-là, la seconde, qui était en train de passer première, me passe, et là, par magie, plus rien, plus du tout de crampes, plus du tout mal au dos, plus rien du tout. Et je finis les 50 derniers kilomètres de la course sans aucune douleur, alors que les douleurs, elles étaient claires et nettes. Donc là, forcément, à l'arrivée, bon, j'ai perdu au sprint, mais à l'arrivée, j'avais quand même une belle victoire. Je me suis dit, waouh, comment on peut en fait arriver à recréer cet état que je viens de vivre là. Enfin, c'est quand même surprenant de ne plus du tout avoir mal alors que la douleur, elle était claire et nette. Du coup, j'ai essayé de recréer toute seule en fait, essayer de comprendre déjà comment c'était possible d'en arriver là. Donc ça paraît clair et net. En fait, j'avais focalisé mon attention uniquement sur la fille qui était en train de me doubler. Du coup, je n'avais oublié totalement la douleur. Je pense qu'on revient un petit peu indirectement sur les conférences d'avant et l'hypnose. Du coup, moi, j'ai essayé de me créer mon petit point d'ancrage, en fait, essayer de recréer cette sensation et cette expérience que je venais de vivre pour à chaque fois, en fait, avant la course, un point d'ancrage, d'ailleurs, il peut être visuel, comme me faisait Djokovic. On est vraiment sur ça, une concentration extrême, en fait, qui fait qu'on est dans un état où on est comme surpuissant, en fait, on se sent capable de tout. Et forcément, à partir de là, en fait, j'ai enchaîné les victoires jusqu'à un titre mondial en cyclocross dans ma catégorie. Et vu que je ne voulais pas m'arrêter là, je me suis dit, bon, cette même année, je veux le même titre mondial en VTT et en vélo de route. Donc j'ai commencé ma préparation.
Et elle a été vite interrompue en fait par le 3e événement marquant. En une semaine, en fait, tout s'est passé. Donc cette semaine-là, j'allais reconnaître en Andorre le parcours des championnats du monde de VTT. Et je terminais le dimanche, en fait, pour la course sélective pour les championnats du monde de route. Donc tout ça la même semaine, j'étais qualifiée. Et le lendemain, hasard ou pas hasard, lors de ma sortie récupération en vélo, je suis heurtée en descente de plein fouet par un véhicule qui me coupe la route. Donc là, on en revient à un autre passage avant, donc gros traumatisme crânien avec perte de connaissance sur plusieurs heures. J'avais eu 50 points au visage, de multiples fractures au visage. Quand je tournais la tête à gauche, je voyais double, les vertèbres tassées, enfin plein de choses. Et du coup, le verdict des médecins, il était clair et net. Interdiction de remonter sur un vélo pendant 3 mois et interdiction aussi de monter son rythme cardiaque. Donc il m'avait dit même de ne pas courir, rien du tout. Forcément, pour un sportif qui a les championnats du monde 3 semaines après, c'est impossible à entendre. Donc j'ai fait tous les IRM nécessaires pendant la semaine, comme ils m'ont demandé. Puis dès que je suis sortie de l'hôpital, c'est critiquable, hein, je sais. Mais bon, je sentais que je pouvais le faire, ou pas. Mais c'est fait. Entre 2 siestes, parce que j'avais du mal à me lever, je suis remontée sur mon entraîneur juste pour faire un check-up en fait de ma tête et mon corps. Donc forcément, c'était pas concluant du tout. J'avais une énorme perte d'équilibre. Donc là, je me suis dit le mondial VTT, il faut vraiment renoncer dessus. Et je me suis dit c'est pas grave, concentre-toi et focalise ton attention que sur ta guérison, on ne sait jamais. Donc le lendemain, je suis remontée 10 minutes de plus sur le vélo, puis 10 minutes de plus en restant toujours concentrée en fait sur juste guérir plus vite. Et fin de semaine, je remontais sur le VTT. Et 3 semaines après, j'étais au mondial de VTT. J'ai pas gagné, je fais 5e. Et dans la foulée, j'ai enchaîné avec le mondial de route, où là, j'arrive pour la gagne au sprint, mais j'ai pas gagné non plus. Mais bon, au final, j'ai pas eu les victoires que je voulais, mais j'ai eu une autre victoire. Savoir que, en fait, quand on focalise son attention sur un objectif, en clair, on peut aller chercher beaucoup plus loin en soi. Et tout ça pour dire qu'en fait, comment le dire, un entraînement sportif ne suffit pas. Derrière, il faut un entraînement cérébral pour comprendre mieux son corps, le mécanisme, apprendre à avoir un point d'ancrage pour focaliser son attention sur une tâche précise. Et voilà. Et ma rencontre par-dessus avec Nicolas Marché, qui était orthoptiste sur Rodez, donc on s'était déjà croisés. Et ce jour-là, il venait présenter en fait son programme à Via Santé, au groupe Via Santé. Et sachant que j'étais professionnelle de la vision et sportive, il est venu me faire tester et voir ce que je pensais en fait de ce programme visuel iMotion. Et du coup, dès le premier exercice, moi j'ai été séduite. Donc contrairement à sa sportive de haut niveau, moi j'étais premier palier, j'étais déjà arrêtée. Donc j'avais pas du tout des compétences visuelles développées pour un sportif. Donc, alors pourquoi ce premier exercice déjà m'a plu? C'est un exercice en fait qui fait aller chercher la vision périphérique. Donc pour ça, en fait, ça nous apprend, nous sportifs et pas que sportifs, pour tout le monde en fait, à avoir une rotation de la tête à l'effort et même une rotation des yeux. Et ça, par exemple, si on prend l'exemple d'un footballeur qui est en pleine vitesse, en fait, le fait de ne pas avoir à tourner la tête pour voir son copain qui arrive, mais juste en fait de l'avoir déjà dans son champ visuel, ça permet d'avoir derrière un geste plus sûr et éviter une chute ou voilà. Et après, le double intérêt déjà du premier exercice, c'est que c'est des éléments qu'en fait vous pourrez tester après, qui passent très très vite et au début on se dit waouh, jamais j'y arriverai. Et pareil là, on est obligé d'aller rechercher exactement la même chose que ce que moi je crée en sport, en fait, focaliser son attention sur la tâche, et après on se rend compte que dès qu'on est sur notre point d'ancrage, hop, les chiffres ils apparaissent comme par magie, en fait, on utilise sa vision périphérique sans s'en rendre compte et sans que ce soit compliqué. Du coup, je me suis moi beaucoup entraînée dessus, avec des bons résultats. J'ai voulu directement entraîner d'autres sportifs. Et en 3-4 séances, déjà, les résultats ils étaient clairs et nets. Ils utilisaient la totalité de leur vision périphérique. Les informations, en fait, la vitesse des informations et de la prise d'informations était beaucoup plus
rapide. Moi, je trouvais que ça se voyait aussi énormément dans leur comportement, parce que la première fois qu'on fait l'exercice, on est excessivement stressé, même d'ailleurs plus les sportifs qui sont beaucoup dans la maîtrise. Au début, ils ont beaucoup de mal à relâcher, donc en fait, on leur apprend à relâcher et à avoir confiance en leur vision. Donc c'est vrai que si on fait un récapitulatif un petit peu de tout, donc on ouvre le champ visuel, donc on a une aisance à 180 degrés et une prise d'information plus rapide pour un geste plus sûr. Derrière, en fait, ça amène quand même beaucoup de relaxation, ce qui est quand même vraiment important pour un sportif, parce que qui dit état de tension au stress dit forcément perte d'énergie. Par-dessus, on est obligé d'aller chercher plus loin en soi avec ce point d'ancrage qui permet la concentration, un entraînement forcément de sportif adapté. Du coup, pour moi, avec tous ces éléments-là, je pense qu'on n'est pas loin de la vraie performance, en fait. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je peux trahir un secret? Pauline vient d'apprendre il y a quelques semaines qu'elle était dyslexique, en fait, par ses parents. J'ai trahi le secret. Il fallait pas. C'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas dans la norme qu'on va trouver les choses hyper intéressantes. En fait, ça va être souvent dans des gens qui ont des dysfonctionnements et qui trouvent des stratégies pour compenser leurs dysfonctionnements que l'on va trouver des choses hyper intéressantes. Et pareil, chez les sportifs de haut niveau, de très haut niveau, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment essayé d'apprendre à se comprendre, à se connaître, à connaître quasiment la totalité de leur corps, où eux aussi vont être capables de ressentir chaque détail en fait, qui va faire améliorer leur performance. Donc tout ça pour dire que ce travail en fait, qu'on a imaginé et qui a des bases au niveau notamment de la prise en charge des enfants qui ont des troubles des apprentissages, quand on est devant le process iMotion, on comprend assez vite qu'il y a des intérêts sur d'autres domaines. Donc il y a des études qui vont commencer dans le domaine du sport pour essayer de démontrer que notre process améliore par exemple le temps de réaction des sportifs de haut niveau. Mais je suis ici aussi pour tendre des perches, c'est-à-dire que ce travail scientifique qu'on me demande un petit peu pour démontrer que ce que je montre, c'est pas de l'ésotérisme en fait. Voilà. J'ai bien compris, vu la qualité des présentations de la journée, il y a une grande réflexion à Nice. Et voilà, si un jour quelqu'un veut s'approprier le bébé iMotion et le tester et le tordre, je suis partant. Voilà. Merci en tout cas. Y a-t-il quelques questions dans la salle avant de pouvoir tester à l'extérieur de la salle du Galet la solution iMotion? C'était très clair. Ah. Derrière toi, Véronique. Derrière moi. Madame. Oui, bonjour. C'est juste pour savoir qu'est-ce que ça va apporter aux dyslexiques, justement. Parce que l'intérêt aussi, c'est de savoir, en dehors des sportifs, qui c'est très intéressant, mais tous les personnes qui ont des graves problèmes de dyslexie dans leur vie de tous les jours et qui est un véritable handicap quand même dans la vie professionnelle, qu'est-ce que ça va apporter? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, maintenant on dit plus quasiment, on ne dit plus la dyslexie. En fait, la dyslexie, c'est un mot franco-français. On dit trouble spécifique du langage écrit, voire même les dyslexies, parce que justement, on sait depuis quelque temps qu'il y a plusieurs origines possibles à ce trouble-là, qui est effectivement un handicap, vous le dites très bien. Du coup, il y a une évaluation qui est faite très souvent par une orthophoniste. Enfin, il y a toute une série d'examens qui vont poser le diagnostic de la dyslexie. Et ensuite, quand il est posé, qu'il y a une prise en charge qui est proposée, très fréquemment, il y a une prise en charge orthophonique et une prise en charge orthoptique. Donc l'activité, la rééducation qui est proposée par l'orthoptiste va aller dans ce sens, c'est-à-dire la problématique visuelle ou visio-attentionnelle de l'enfant dyslexique. Donc on va travailler cette capacité à mémoriser plus d'informations plus vite, par des process que vous pourrez tester tout à l'heure, si vous voulez. Et également le travail sur la vision périphérique, c'est-à-dire cette capacité à bouger grâce à la préprogrammation de la vision périphérique. On va enclencher le mouvement des yeux, parce que lire, c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure, une fixation, saccade. Lire, c'est vous êtes sur un mot, vous êtes sur un temps de fixation, il y a un traitement cognitif, vous allez savoir quel mot c'est, et ensuite vous allez bouger vos yeux pour aller au mot suivant. Là, vous faites une saccade, en fait. Donc la lecture, c'est une succession de fixation et de saccade. Donc l'idée, c'est aussi de travailler cette maîtrise de la succession de saccade et de fixation chez ces enfants-là. Tu veux témoigner quelque chose? Je voulais dire que moi, par exemple, je ne l'utilise pas qu'avec les sportifs. Je travaille avec
des enfants qui ont des troubles de l'attention. En fait, ça leur permet de focaliser leur attention sur l'exercice. Après, avec des tétraplégiques, qui du coup forcément ont une rotation de la tête qui est compliquée, donc le fait d'aller chercher leur vision périphérique et la prise d'informations plus rapide, c'est intéressant pour eux. Et voilà, d'autres où un jeune qui a une maladie neurodéficiente pour justement éviter de régresser, enfin, lui, il dit que ça lui évite de régresser, le fait de le faire toutes les semaines de manière régulière, et voilà. J'espère qu'on a répondu. Concrètement, en fait, le travail au niveau de l'orthopsie, en fait, fait gagner de la vitesse de lecture. Clairement, de la vitesse de lecture, c'est la seule prétention que l'on a. C'est-à-dire que l'enfant lit plus vite parce qu'il mémorise plus de lettres, plus de mots, est plus attentif et maîtrise mieux sa motricité. Tout ce qui est compréhension, après, arrive après, en fait, ça redevient un plaisir de lire. Mais c'est un process qui arrive après cette maîtrise de la lecture. Est-ce que tout ça peut se faire à n'importe quel âge? Tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, je voulais vous demander, bonjour. Donc, ce que vous proposez, c'est quoi globalement? C'est une solution informatique, en fait. Je veux dire, c'est un programme informatique qui reprend des exercices qui sont connus par votre profession. Pas tous. Exactement, oui. Vous avez aussi de nouveaux programmes ou de nouvelles approches? C'est la méthode, c'est le rythme, c'est le programme en lui-même qui est... J'ai raison, il manque une slide sur la présentation même du logiciel. En fait, ce sont plusieurs exercices qui sont intégrés dans le programme. Il faudrait que je revienne sur la vidéo de Cécile. Donc, il y a 3 environnements qui sont proposés. Un environnement triple écran, comme sur lequel travaille tout à l'heure Cécile. On peut projeter le logiciel, le programme informatique sur un vidéoprojecteur à courte focale, ce qui est plus adapté quand on veut travailler dans un cabinet médical. Donc en fait, cet environnement 3 écrans qui est proposé dehors à la sortie vous fait travailler sur les 180 degrés de votre champ de vision. Donc du coup, certains exercices vont vous faire travailler la maîtrise de l'attention sur du détail, notamment via la motricité. D'autres exercices vont vous faire ouvrir votre attention sur l'ensemble du champ de vision. D'autres exercices vous permettent de séquencer votre attention sur un certain nombre d'informations. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs exercices qui sont proposés effectivement dans le logiciel. Certains sont tirés de l'expérience du travail effectivement en rééducation. D'autres, je les ai imaginés en voyant voir faire des enfants travailler, trouver des compensations. Et c'est en voyant leurs compensations que je me suis dit, mais oui, il a raison, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Et son comportement, Pauline a évoqué le comportement de l'enfant a changé, il a performé, donc ça veut dire que sa stratégie à lui était la bonne. Alors je pensais que ce n'était pas la bonne au départ. Donc il y a aussi des exercices qui sont issus de cette expérience clinique que j'ai eue de 20 ans de cabinet et qui commence à être utilisée dans certains cabinets d'orthopsie depuis quelques mois maintenant. Oui, je voudrais poser une question, puisqu'en fait j'ai noté qu'on pouvait voir avec le cerveau et que le cerveau peut-être a des axones ou des éléments qui influencent l'œil, enfin, ou la vision. Alors ma question est plus précise. Est-ce que vous pouvez arriver à faire travailler l'œil et le cerveau pour les dyscalculiques? Alors, pour la première partie de votre question... Oui, pour l'histoire des chiffres inversés. Oui. Alors, pour la première partie de votre question, c'est le cerveau qui voit. L'œil, il faut imaginer que c'est un appareil photo complètement... en plus, très, très mal réglé, mais le cerveau est assez fabuleux. Il fait d'une image hyper précise quelque chose qui arrive de manière très grossière. Ce sont des influx électriques qui arrivent au cerveau, et de ces influx électriques, le cerveau fait que je vois des couleurs, je vois des nuances, je vois des choses très très précises à partir d'influx électriques. Donc effectivement, c'est le cerveau qui voit. Et deuxième chose, actuellement, en tout cas, moi quand j'ai fait mes recherches, je n'ai rien trouvé sur les liens entre la dyscalculie et la vision. Oui, c'était ça parce que j'avais un élève dyscalculique et j'avais beaucoup de mal à l'aider. J'ai fait de la bibliographie parce que quand j'étais en train de regarder les matchs de rugby, j'étais en train de préparer une thèse sur les liens entre la vision et la dyslexie. Et dans ma recherche, j'ai rien trouvé entre la dyscalculie et la vision. Il y a peut-être, mais j'ai pas trouvé. Attendez, madame, attendez. C'est une question par rapport à l'héminégligeance. L'héminégligeance.
L'utilité d'iMotion dans le cadre des mini-ligences, pardon. Alors, bonne question, très très bonne question, parce que je vous avouerai que aussi, ça a été l'intérêt de collaborer avec des gens comme Pauline, c'est-à-dire qu'au départ, il était vraiment que dans des clubs, etc. Puis après, j'ai voulu me confronter à mes pairs, et depuis quelques temps, les orthoptistes l'utilisent. Et un jour, j'ai un orthoptiste, qui est accessoirement un copain, qui m'envoie une vidéo en disant « Monsieur machin, il est négligent ». Je dis « Mais pourquoi tu fais travailler iMotion sur les mini-négligences ?» Il me dit, mais tu as un petit peu oublié ton anatomie, Nicolas. Il y a une partie des informations visuelles qui sont traitées de manière consciente, qui effectivement peuvent être atteintes par l'explication de l'immunégligence. Mais il y a aussi une partie des informations qui sont traitées d'une autre façon et qui, elles, pour coup, ne peuvent ne pas être atteintes par ce qui a expliqué l'immunégligence. Donc, en fait, il va travailler cette vision non consciente avec les mêmes process, en fait. Alors, ce sont des cas isolés, des cas cliniques, encore une fois, on est orthoptiste, donc on teste. Des fois, ça fait pchit, puis des fois, on a remis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Le problématique de l'orthopsie, c'est qu'aussi, on est dans nos cabinets à fond et qu'on n'a pas l'opportunité de rencontrer des CHU, des centres scientifiques et de dire, ah, on a peut-être trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant, est-ce que vous seriez d'accord pour le tester? Mais voilà, quelque chose que moi, je n'avais pas imaginé, qu'un orthoptiste l'ait accaparé et eu cette réflexion, et a priori, a des retours intéressants du patient, mais qui sont difficilement objectivables, en tout cas, pas mal. Voilà. Mais l'explication scientifique, elle est là, c'est qu'il y a des voies visuelles qui sont non conscientes et qui peuvent être stimulées. Que ce soit pour les mini-négligences, il y a les mini-négligences et les myopsies. Je ne sais pas si vous parliez des mini-négligences. Alors les deux, les myopsies, il y a une atteinte organique de la vision, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un accident vasculaire, une tumeur qui fait que vous perdez la moitié de votre champ de vision. Ça peut être les deux moitiés en latérale, les deux moitiés, une latérale et une nasale. Et les mini-négligences, elles, il n'y a pas d'atteinte, en tout cas organique, mais la personne n'a pas conscience de la moitié de son champ de vision, en fait. Donc les deux ont le même résultat, c'est-à-dire que vous présentez quelque chose sur le côté et il ne le voit pas. Enfin, dans certains cas, il y a une explication organique, puis dans l'autre cas, c'est le cerveau qui n'intègre pas l'information. D'autres questions? Non? Bon, quand même, je voulais vous dire que Pauline Sabin-Tessèdre est championne du monde Master Cyclocross 2017 et qu'elle a trop d'humilité pour se citer elle-même. Donc, merci de ta présence. Et aussi, ce qui justifie que tu avais des muscles qui ont été relevés par le docteur Mondin. Donc, il y avait de quoi en faisant du cyclocross. Je crois qu'il faut être musclé et dans la tête, dans les bras et dans les jambes. Nicolas, merci de ta présence. Je pense que cette solution est très intéressante parce que, compte tenu des interventions que nous avons eues, je crois qu'il y a vraiment des projets collaboratifs à monter pour pouvoir aider nos patients et améliorer leur quotidien dans la dyslexie, les seniors et nos sportifs de haut niveau pour traiter aussi ces commotions, éviter qu'ils aient ces commotions cérébrales puisqu'ils pourraient voir peut-être plus les choses en amont. C'est tout ce qu'on leur souhaite et puis merci de votre présence. On va...